Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une des affaires criminelles les plus connues du Royaume-Uni, celle du meurtre de Sandra Rivett et de la disparition Oula, mon « et » était bizarre, non? Pardon, c'est les débuts, je reprends. Et de la disparition mystérieuse de son présumé meurtrier, le tristement célèbre Lord Lucan. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par un peu de contexte. Alors, Richard John Bingham, ce n'est pas n'importe qui dans la société britannique, puisqu'il est le 7e comte de Lucan. Du coup, dans cette vidéo, quand je devrais le citer, j'utiliserai soit son titre, donc Lord Lucan, soit le prénom utilisé par ses proches, c'est-à-dire John. Et notre John, en 1963, il épouse une jeune femme qui se nomme Veronica Duncan. Ensemble, ils emménagent au 46 Lower Belgrave Street, situé à Londres, et ils ont 3 enfants, Francis, George et Camilla. Mais derrière leurs airs de petite famille tranquille, plus les années passent et moins l'entente est cordiale entre les deux époux. En fait, John est tellement passionné par le backgammon et le bridge qu'il a quitté son emploi dans une banque pour devenir joueur professionnel, sauf que Lucky Lucan, comme on le surnomme, n'a plus trop de lucky, ce qui est un peu embêtant, car du coup, il perd beaucoup d'argent, ce qui provoque pas mal de disputes dans le couple. De plus, pour ne rien arranger à cette situation qui sent déjà très mauvais, la pauvre Veronica souffre de dépression postpartum après chacune de ses grossesses et n'est pas vraiment soutenue par son mari, ce qui crée également pas mal de tensions au sein du couple. Puis en 1973, John quitte enfin la maison familiale et s'installe seul dans un appart situé non loin. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait espérer, cette séparation n'améliore pas du tout les relations entre John et Veronica. Bien au contraire, les choses s'empirent puisque Lord Lucan commence à espionner son épouse. Il la met sur écoute et engage des détectives privés pour la surveiller afin de prouver qu'elle est folle dans le but de récupérer la garde de ses enfants. Ouais, quand on entend ça, on se demande vraiment qui était le plus fou des deux. Et après moult péripéties, c'est finalement Veronica qui obtient la garde de leurs 3 enfants aux grandes dames de John. Alors, nous sommes désormais le jeudi 7 novembre 1974, et ce soir-là, Sandra Rivett, qui est la nouvelle nounou de la famille, n'est pas censée se trouver au domicile de Veronica. En effet, le jeudi correspond normalement au jour de repos de Sandra, mais exceptionnellement, ce 7 novembre, elle travaille car elle a échangé son jour de congé avec le mercredi précédent pour pouvoir passer un peu de temps avec John Henkins, son petit ami. Du coup, comme elle travaille ce soir-là, vers 20h55, Sandra entre dans la chambre de Veronica, qui est en train de regarder la télévision avec sa fille aînée, et lui demande si elle souhaite un peu de thé. Veronica acquiesce et Sandra descend au sous-sol de la demeure où se trouve la cuisine. Puis les minutes passent et vers 21h15, donc 20 minutes plus tard quand même, Veronica s'étonne du temps que prend sa nounou pour simplement préparer du thé. Elle décide donc de se rendre à la cuisine pour voir ce qu'il se passe, et alors qu'elle se rapproche du sous-sol, elle ressent soudain une vive douleur à l'arrière de son crâne. Veronica est en fait en train de se faire attaquer à coups de tuyau en plomb par un individu, et lorsqu'elle se met à hurler, celui-ci lui ordonne de se taire, et c'est à ce moment-là que Veronica reconnaît avec horreur la voix de son mari. Et oui, après avoir massacré la pauvre Sandra Rivett avec ce même tuyau en plomb dans la cuisine, Lord Lucan a emballé son corps dans un sac en toile de jute. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis il a attendu Veronica pour lui faire subir le même sort. Mais Veronica a un peu plus de chance que sa nounou, Je vais dire ça comme ça parce que quand tu te fais agresser, parler de chance, voilà. Mais elle va au moins avoir l'opportunité de se défendre. En effet, malgré ses coups à la tête, Veronica reste consciente et alors qu'une lutte s'engage entre elle et son époux, elle réussit à lui tordre les testicules, ce qui a pour effet de le stopper net. Et oui mesdames, toujours viser les parties intimes. Ou les yeux, au choix. Après le tordage de couilles, Veronica et John entament une petite discussion durant laquelle elle apprend la mort de Sandra Rivett. Puis a lieu une succession d'actions absolument surréalistes où notamment John offre un verre d'eau à Veronica, puis demande à sa fille Francis de se mettre au lit parce que, oui, la gamine était restée pendant tout ce temps tranquillement dans la chambre de sa mère, sans se rendre compte, heureusement, du drame qui avait lieu quelques étages plus bas. Et enfin, John accompagne Veronica dans la salle de bain afin d'inspecter ses blessures dont il est l'auteur, je vous le rappelle. Après tout ceci, Veronica, qui se sent de plus en plus faible, finit par s'allonger sur son lit, mais dès que John retourne dans la salle de bain pour lui apporter un essuie,
Elle en profite pour prendre la fuite et vers 21h50, couverte de sang telle Carrie au bal du diable, elle fait irruption dans un pub situé non loin de chez elle. Sur place, un des serveurs contacte les secours et peu de temps après, la police débarque au domicile de Veronica, mais sans surprise, Lord Lucan ne s'y trouve plus. Il a cependant laissé derrière lui le tueur-en-plomb qui a servi à frapper les deux femmes, ainsi que le corps de Sandra Rivette, qu'il a donc, comme je vous l'ai dit, emballé dans un sac en toile de jute. On apprendra plus tard qu'après avoir constaté la fuite de son épouse, John s'est à son tour enfui au volant d'une Ford Corsair qu'il avait empruntée quelques jours plus tôt à un de ses amis. Puis il a téléphoné à sa mère pour lui dire qu'une terrible catastrophe avait eu lieu chez Veronica et qu'elle devait s'y rendre pour faire sortir les enfants, qui étaient donc restés pendant tout ce temps seuls dans la maison alors que leur nounou gisait au sous-sol. Après cet appel à sa maman, John a roulé jusqu'au domicile de ses amis, Ian et Suzanne Maxwell Scott. Cependant, seule Suzanne se trouvait dans la maison, et John commença à lui raconter une version assez différente des événements de la soirée. Selon la version de John, alors qu'il passait devant le domicile de Veronica, il aurait aperçu à travers les stores vénitiens un individu en train de l'attaquer. Il se serait donc introduit avec sa clé dans la maison pour sauver son épouse, mais après avoir fait fuir l'agresseur, Veronica l'aurait accusé d'avoir engagé l'individu pour la zigouiller. John aurait pris peur et convaincu que personne ne croirait en son innocence, il serait parti. Alors aujourd'hui, la version de John est considérée comme très peu crédible, parce que déjà, qu'est-ce qu'il foutait à 21h devant le domicile de son épouse, sachant qu'il ne vivait plus là depuis des mois? Ensuite, comment a-t-il pu voir, à travers les stores vénitiens de cette fenêtre, Veronica se faire agresser par un individu? Et aussi, comment a-t-il pu apercevoir Veronica à travers cette même fenêtre donnant sur le sous-sol, sachant que d'après son témoignage, elle ne s'y est pas rendue ce soir-là puisqu'elle a été agressée au rez-de-chaussée? Et enfin, les policiers n'ont jamais trouvé aucun indice prouvant qu'il y avait un autre adulte cette nuit-là, à part Sandra, Veronica et John. Malgré tout, ce 7 novembre 1974, Lord Lucan continue à clamer son innocence, et après avoir raconté cela à Suzanne Maxwell Scott, il lui demande du papier et rédige une lettre adressée à son beau-frère, le mari de la sœur de Veronica, dans laquelle il réexplique sa propre version des faits. Puis, vers 1h du matin, John quitte la demeure de son amie Suzanne et disparaît à tout jamais. À tout jamais jamais? À tout jamais jamais jamais. La voiture conduite par John ne sera retrouvée par la police que 2 jours plus tard, le 10 novembre pour être précis, près du port de New Haven, suggérant dans un premier temps que Lord Lucan s'est donné la mort en sautant dans l'eau, sauf que malgré de nombreuses recherches, le corps de John reste introuvable. C'est du coup assez compliqué de confirmer la thèse d'un suicide quand on ne retrouve aucune dépouille, et assez vite, plusieurs autres théories concernant la disparition de Lord Lucan apparaissent. Mais avant de vous en parler, je dois d'abord juste vous préciser ce qu'on a découvert dans la Ford Corsair. À l'intérieur du véhicule se trouvait un morceau de tuile en plomb similaire à celui retrouvé au domicile de Veronica et utilisé pour frapper les deux femmes, ainsi que des taches de sang correspondant au groupe sanguin de Veronica et de Sandra, mettant une nouvelle fois en doute l'innocence de John dans cette affaire. Ce que je comprends pas trop dans cette histoire, c'est pourquoi John a-t-il tué la nounou de ses enfants? Alors, lors de son procès en 1975... Son procès? Mais le mec a pas disparu à tout jamais jamais? Si, John reste introuvable, mais un procès a quand même lieu sans lui en 1975, et durant celui-ci, les jurés émettent l'hypothèse que Lord Lucan a tué par erreur Sandra Rivette, convaincu qu'il s'agissait en fait de son épouse. Vu que Sandra n'était pas censée être présente dans la maison ce soir-là, dès que John a aperçu une femme entrer dans la cuisine, il l'a attaquée, persuadé qu'il s'agissait de Veronica. De plus, le sous-sol de la demeure étant assez mal éclairé, John n'a sans doute pas compris immédiatement son erreur. D'ailleurs, si cette pièce était mal éclairée, c'est peut-être à cause de John lui-même. En effet, les policiers ont découvert une ampoule en parfait état de marche posée sur une chaise, ainsi qu'une lampe sans ampoule, laissant penser que John l'aurait retirée dans le but de mieux surprendre sa victime. Et pourquoi John a-t-il essayé de tuer son épouse? Dans l'espoir de récupérer la garde de ses enfants. Raté. Donc le 8 novembre, John quitte le domicile de Suzanne Maxwell Scott vers 1h du matin et le 10 novembre, sa voiture est retrouvée près du port de New Haven. Les autorités pensent donc dans un premier temps que John s'est suicidé en se jetant dans la Manche depuis un ferry. Mais comme je vous l'ai dit, vu que le corps de Lord Lucan reste introuvable, certains émettent l'hypothèse qu'il a peut-être pris la fuite à l'étranger, ce qui ne serait pas impossible, surtout quand on sait qu'il avait des amis assez haut placés qui auraient pu l'aider.
Et dès le mois de janvier 1975, sans doute à cause de la surmédiatisation de cette affaire, John est soi-disant aperçu à Melbourne en Australie, puis à Saint-Malo en France, puis en Inde où il serait même devenu un hippie connu sous le nom de Jungleberry, ou encore en Nouvelle-Zélande où il vivrait dans une Land Rover accompagné d'un opossum et d'une chèvre nommée Camilla comme sa fille. Alors je ne sais pas ce qui me trouble le plus, le fait qu'on ait pu croire que ces deux hommes étaient une seule et même personne, ou le fait qu'un mec vive réellement dans une voiture avec un opossum et une chèvre. Une chèvre nommée Camilla. Ouais, une chèvre nommée Camilla. On raconte même, et je pense qu'il s'agit là de ma théorie préférée, que Lord Lucan aurait fini dévoré par des tigres. Cette surprenante théorie, on la doit à Philip Mark, un ami de John. Selon lui, après avoir abandonné sa voiture, John se serait rendu dans l'une des résidences de John Aspinall, un autre de ses amis, oui, comme je vous l'ai dit, le gars avait tout un tas de potes assez haut placés, bref, sur place, John aurait discuté avec plusieurs de ses connaissances, et ces derniers lui auraient dit qu'après le meurtre de Sandra Rivett, il ne pourrait jamais récupérer la garde de ses enfants, logique, et que la seule solution pour embêter Veronica et l'empêcher d'obtenir son héritage était de disparaître. John se serait alors suicidé en se tirant une balle dans la tête, et John Aspinall, en bon ami, aurait donné son corps à manger à ses tigres parce que oui, le mec était propriétaire d'un zoo privé. Mais pourquoi aux tigres? Parce que sans corps, il faut attendre des années pour qu'une personne disparue soit déclarée officiellement morte, et donc le temps que Lord Lucan soit déclaré donc officiellement mort, ses enfants seraient majeurs, et donc ce sont eux qui hériteraient directement de leur part, et non son épouse Veronica. C'est un plan assez tordu, mais ok. De toute façon, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Je peux encore vous citer par exemple celle soutenue par le fils de Sandra Rivett, qui n'a découvert son lien de parenté avec Sandra qu'en 2008, après le décès de sa mère adoptive, et qui est convaincu que Lord Lucan s'est enfui en Australie et est encore bien vivant aujourd'hui, ou encore celle soutenue par l'ancienne assistante de John Aspinall, qui déclara en 2012 avoir organisé dans les années 80 2 voyages secrets au Gabon pour Francis et George, afin que leur père puisse les revoir. Cependant, cette dernière théorie fut réfutée par George lui-même, qui déclara à son tour n'avoir jamais été en Afrique et n'avoir jamais reçu aucune nouvelle de la part de son père. Personnellement, je pense que Lord Lucan n'a pas quitté le Royaume-Uni et qu'il s'est donné la mort la nuit suivant le meurtre de Sandra Rivett. Si son plan était vraiment de se débarrasser de son épouse pour récupérer la garde de ses enfants, le fait d'avoir tué par erreur la nounou et d'avoir été reconnu par Veronica mettait tout en péril. Lord Lucan savait qu'il serait sans doute condamné pour ce meurtre et envoyé en prison où il verrait très peu ses 2 filles et son fils. John semblait tellement aimer ses enfants que je l'imagine mal s'enfuir à l'étranger et continuer sa petite vie pépouse sans jamais essayer de les contacter ou même de les revoir. De plus, lorsqu'on lit la lettre qu'il a adressée à son beau-frère, on a vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une lettre d'adieu, puisqu'il écrit notamment combien ce serait difficile pour lui que ses enfants grandissent en sachant que leur père s'est retrouvé sur le banc des accusés. Il termine même son texte en demandant à son beau-frère de veiller sur eux. Dans une autre lettre, adressée à son ami Michael Stoop et écrite plus tard cette nuit-là, John lui demande, entre autres, de dire à ses enfants qu'ils étaient son unique préoccupation. Cette curieuse phrase et le reste de la lettre écrite au passé corroborent également la thèse du suicide. En tout cas, cette nuit du 7 novembre 1974 brisa plus d'une vie puisqu'après la disparition de Lord Lucan, Veronica eut de gros soucis financiers et perdit même la garde de ses 3 enfants en 1982. Après des années de solitude, Veronica fut retrouvée sans vie à son domicile en 2017 et selon la police, la vieille dame de 80 ans aurait mis fin à ses jours. Même si dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de Lord Lucan, n'oublions jamais Sandra Rivett et Veronica Duncan. Un tout grand merci pour votre attention, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!